Pourquoi le Crétacé, dernier volet du Mésozoïque, correspond-il à la fois à l'apogée des dinosaures et à leur déclin? Êtes-vous prêt à plonger dans les ténèbres d'un monde perdu où des créatures monstrueuses rôdaient dans l'ombre, prêtes à dévorer tout ce qui croisait leur chemin? C'est au cœur de cette période longue de presque 80 millions d'années que des dinosaures gigantesques règnent en maître absolu. Le terrifiant Tyrannosaurus Rex, avec ses dents acérées et ses griffes redoutables, chassait sans pitié. Tandis que dans les profondeurs des océans, des monstres marins tels que le mosasaure ou le plésiosaure guettaient leurs proies, prêts à les entraîner dans les abysses. Mais les dangers ne se limitaient pas à ces prédateurs effrayants. La Terre elle-même était en proie à des bouleversements titanesques. Les continents se déchiraient, les montagnes s'élevaient et les volcans crachaient leur lave incandescente dans un grondement assourdissant, menaçant d'engloutir toute forme de vie. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons pour un incroyable voyage à l'époque des dinosaures durant le Crétacé. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage! Comme nous avons pu le voir durant les premiers épisodes qui définissent le Mésozoïque, à savoir le Trias d'abord, puis le Jurassique, la Terre connaît de multiples rebondissements. Le paysage change, le climat varie, la faune et la flore évoluent. Tout semble en perpétuel changement. Au fil de l'histoire de la Terre, nous avons pu constater à quel point rien n'est jamais immuable. Tandis que des espèces végétales et animales disparaissent, d'autres émergent et offrent un nouveau visage à l'écosystème de notre planète bleue. Mais ces explosions de vies aquatiques et terrestres ne se font pas sans heurts. Elles font souvent suite à des crises biologiques massives aux conséquences dévastatrices. Il faut parfois des millions d'années pour que notre planète retrouve un semblant d'équilibre. L'ère du Mésozoïque a connu un grand nombre d'extinctions. Chaque fois, la nature a dû redoubler d'efforts pour parvenir à se renouveler, encore une fois. Dès ses débuts, elle est marquée par une crise biologique importante, celle qui marque la fin du Permien et le début du Trias, soit la jonction entre les deux grandes ères du Paléozoïque et du Mésozoïque. Si le Trias débute avec une crise majeure, c'est également sur ce même scénario catastrophe qu'il se termine. Mais le Mésozoïque connaîtra également une dernière crise importante. Nous le verrons un peu plus tard dans cette vidéo. Le Crétacé et plus généralement le Mésozoïque s'achèvent sur cette même note tragique avec la 5e extinction de masse. Tel un phénix, la nature se renouvelle chaque fois de ses cendres. Elle se renouvelle et ne connaîtra plus les mêmes caractéristiques qui la définissaient si bien avant. Après une crise, de nouveaux paysages se dessinent et de nouvelles espèces se profilent pour occuper de nouveaux espaces et des niches écologiques vacantes. Le Mésozoïque, marqué par plusieurs crises biologiques majeures, est coutumier de ces changements et chamboulements. Il a connu de multiples rebondissements et a changé maintes fois de visage. Dès ses débuts, au Trias, la faune et la flore doivent s'adapter et se réinventer pour survivre. C'est ainsi que les dinosaures apparaissent. Rapidement, ils vont devenir les maîtres absolus des lieux. Les dinosaures n'arrivent pas seuls. Les mammifères sont leurs principaux colocataires, et ce, dès le Trias.
même si ce sont surtout les dinosaures qui vont occuper la majorité des territoires terrestres. Au Jurassique, ils vont même s'imposer comme l'espèce dominante. Mais qu'en est-il au Crétacé? Est-ce que cette domination perdure? C'est ce que nous allons voir en partant à la découverte de la faune et de la flore de cette période qui marquera un tournant majeur pour le monde du vivant. Avant d'aller plus loin dans nos investigations biologiques, nous devons nous situer. Quand sommes-nous et où sommes-nous? Quel est le visage de notre planète au cours de cette période? Ressemble-t-elle à ce que nous connaissons aujourd'hui? Pour le savoir, effectuons un petit bond dans le temps et rendons-nous au tout début du Crétacé, il y a 145 millions d'années. Le chapitre du Jurassique est maintenant clos et une nouvelle page se profile à l'horizon, celle de la toute dernière période du Mésozoïque. Si le Trias et le Jurassique ont connu un grand nombre de bouleversements et tout autant de radiations, le Crétacé n'est pas en reste sur ces plans-là. Il se caractérise lui aussi par un grand nombre d'évolutions biologiques majeures et d'événements marquants, que ce soit dans le monde végétal ou dans le monde animal. Si la faune et la flore du Crétacé débordent d'impatience pour nous conter leur histoire, abordons d'abord le Crétacé sous un angle géologique. Il faut savoir que le Crétacé est une longue période, la plus longue de tout le Mésozoïque d'ailleurs, puisqu'elle s'étend sur 185 millions d'années environ et que le Crétacé à lui seul représente déjà 80 millions d'années. Le Crétacé est le dernier système du Mésozoïque et s'étend de moins 145,5 millions d'années à moins 65,5 millions d'années environ. Il est subdivisé en deux sous-systèmes. En géologie, on parle du Crétacé inférieur, qui comprend les étages Berriasien, Vallanginien, Hauterivien, Barémien, Aptien et Albien. Vient ensuite le Crétacé supérieur, qui compte les étages du Cénomanien, Turonien, Cognacien, Santonien, Campanien et Maastrichtien. Pour la petite histoire, la roche caractéristique de la période du Crétacé en Europe du Nord, la craie, se dit Creta en latin. C'est de cette origine latine que la période tirera son nom. Comme tu peux le voir, la période est longue et découpée en de nombreux sous-systèmes, 12 au total. Chacun d'entre eux connaît des particularités qui lui sont propres. Au fil des millions d'années, le visage de la Terre change au rythme des activités géologiques de la Terre. Découvrons cela ensemble d'un peu plus près. Nous avons quitté un milieu plutôt chaud et humide à la période précédente, le Jurassique. Les changements sont pour le moment encore assez minimes et difficiles à percevoir. Après une période de refroidissement, au début du Crétacé, le climat devient chaud et humide à nouveau. À la fin du Crétacé, les températures moyennes sont supérieures à 18 degrés Celsius, frôlant les 20 degrés Celsius. À titre de comparaison, pour que tu puisses imaginer ce que cette température moyenne peut impliquer, en 2023, nous avons enregistré une température moyenne d'environ 15 degrés Celsius sur Terre. Mais ce n'est pas tout. Comme tu peux le voir sur cette représentation, il n'y a toujours pas de calotte glaciaire. Cela signifie que le climat est donc toujours relativement chaud, comme c'était déjà le cas durant une grande partie du Jurassique. Souviens-toi, il n'y a finalement pas si longtemps encore, il y avait sur la Terre un continent unique nommé la Pangée. Mais au cours des périodes précédentes et au fil des bouleversements climatiques et géologiques, celui-ci s'est disloqué. Les terres émergées, chahutées par les activités internes de la Terre, se fracturent peu à peu. On voit alors apparaître deux continents, la Laurasie au nord
et le Gondwana au sud. Mais vers la fin du Jurassique et au début du Crétacé, tu t'en doutes, cette valse des continents est loin d'être terminée. Pour tout te dire, elle se poursuit même encore à l'heure actuelle. Si la partie nord a déjà poursuivi sa lente dislocation au Crétacé, le sud voit lui aussi apparaître de nouveaux continents. Si tu observes bien notre planète à cette époque, tu remarques sans doute quelques similitudes avec la situation géographique actuelle. Pour la première fois dans l'histoire de la Terre, le visage de notre belle planète bleue nous paraît un peu plus familier. En parlant de planète bleue, tu n'es pas sans savoir que la majeure partie de notre planète est recouverte par les eaux. Regarde ce vaste océan que nous survolons. Impossible de percevoir ce détail à l'œil nu, mais il a pourtant toute son importance. Au Crétacé supérieur, le niveau de la mer est bien plus élevé qu'aujourd'hui. Pour être précis, il se situe 200 à 300 mètres au-dessus du niveau actuel. Cela change bien des choses. Certaines terres émergées aujourd'hui étaient noyées sous les flots à cette époque. C'est le cas d'une grande partie de l'Europe qui, contrairement à aujourd'hui, formait une sorte d'archipel. Ce haut niveau de la mer a également une incidence sur le climat. Nous avions vu jusqu'ici que la végétation au Trias, et plus particulièrement au Jurassique, était plutôt florissante, et le couvert végétal luxuriant à l'époque. C'est d'ailleurs ce qui a permis à de multiples espèces de croître, d'évoluer et de se développer. Jusqu'ici, les végétaux que nous avons pu rencontrer aux périodes précédentes étaient majoritairement des conifères, très variés du reste, et des fougères, toutes aussi diversifiées. Mais au cours du Crétacé, profitant d'un climat propice à cette évolution, les plantes vont connaître une radiation évolutive qui marquera à jamais l'histoire des végétaux. Les angiospermes font leur grande entrée sur la scène des végétaux. Que signifie angiosperme ? Ce terme définit les plantes à fleurs. Imagine maintenant combien ce changement fut aussi spectaculaire qu'extraordinaire pour la flore et la faune. Jusqu'ici, les végétaux étaient formés uniquement de plantes à feuilles, et certains d'entre eux arboraient des cônes, d'où le nom de conifères, pour se reproduire. Avec l'arrivée des plantes angiospermes, la végétation prend un tournant sans précédent, et de nouvelles perspectives d'évolution s'offrent à elle. Les fleurs viennent tapisser le couvert végétal existant. Et, qui dit nouvelles espèces végétales, dit également nouvelles niches écologiques. Quelques insectes vont donc pouvoir profiter de l'aubaine pour se diversifier à leur tour et profiter de ces fameuses plantes angiospermes. Le travail des insectes va être tel que dès la fin du Crétacé, ces plantes vont très vite former le groupe végétal dominant. L'une des plus anciennes est l'Archaefructus, une plante aquatique. On la retrouve dans les lacs et les étangs. Il existe 3 genres d'Archaefructus connus à l'heure actuelle. Archaefructus eoflora, Archaefructus liaonengensis et enfin Archaefructus sinensis. Elles ont chacune des racines, des feuilles en dentelle très caractéristiques des plantes aquatiques, des fleurs et des graines. Ces plantes mesurent généralement moins de 50 cm de haut. En ce qui concerne la reproduction, on peut classer ces fleurs dans 2 catégories. La première, comptant Archaefructus liaonengensis et sinensis, a un plant mâle portant les pollens et un plant femelle portant les ovules. Pour Eoflora, c'est un peu différent. Elle comprend en effet les 2 sexes. On dit qu'elle est bisexuée.
Montesequia vidali est également une plante aquatique. Elle a été découverte dans les Pyrénées espagnoles, mais elle est de manière générale très présente dans la chaîne ibérique durant toute la période du Crétacé. On retrouve des spécimens fossiles dans la province de Cuenca, sur le site de Las Hoyas par exemple. Pour la petite anecdote, cette dernière a donné un peu de fil à retordre aux paléobiologistes et aux scientifiques qui se sont penchés sur le sujet du classement de celle-ci. Fougère, mousse, finalement rien de tout cela. Après plusieurs décennies à recomposer les pièces du puzzle, il s'avère que c'est une plante aquatique. Et si l'on en croit les dernières hypothèses, sans doute l'une des toutes premières plantes à fleurs de notre planète. Cette révélation, nous la devons à deux grands scientifiques européens, Bernard Gomez et Véronique Daviero. Grâce aux évolutions des procédés et techniques d'analyse, les scientifiques peuvent émettre de nouvelles hypothèses et étudier sous un angle nouveau les fossiles. Pour cette plante, Bernard Gomez utilise par exemple l'acide chlorhydrique en très petite quantité. Dosée avec minutie, en goutte à goutte, celle-ci permet de mettre en lumière quelques millimètres de plante. C'est un peu comme si une momie de Montesequia apparaissait après le travail du scientifique. Dès lors, de nouveaux éléments deviennent perceptibles, notamment sur les appareils stomatiques de la plante qui étaient jusqu'alors indécelables. Pourquoi se focaliser sur cette partie anatomique en particulier ? Parce que celle-ci permet de révéler les trous par lesquels les plantes ont récupéré le dioxyde de carbone autour d'elles. Or, tout comme chez les animaux, ces trous et leur fonctionnement vont être bien différents s'il s'agit d'une espèce terrestre ou d'une espèce aquatique. Dans le cas de Montesequia, les appareils stomatiques sont parfaitement compatibles avec un mode de vie aquatique. On peut également voir que c'est une plante angiosperme, puisque le procédé révèle également des fruits avec une enveloppe protectrice que l'on appelle carpelle et qui permet de protéger une graine unique. Ces plantes vont également bénéficier de feuilles plus petites, d'un nombre bien plus important de stomates et de nervures, favorisant des taux de transpiration et de photosynthèse plus performants et efficaces. Si ce type de plante a développé ses capacités, notamment le fruit et l'enveloppe protectrice de la graine et du pollen, c'est parce que le milieu aquatique est hostile pour ces graines. Grâce au carpelle, la graine est protégée. Au cours du Crétacé moyen, alors que le climat se réchauffe et que le niveau marin s'élève, les angiospermes occupent pour la première fois les sous-bois des plaines, en compétition avec les fougères et les conifères. C'est peut-être pour cette raison que les plantes ont évolué. Les différentes recherches qui se poursuivent nous en diront sans doute plus sur le sujet d'ici quelques années. En revanche, s'il y a une chose qui est certaine, c'est leur utilité dans l'écosystème. Les premiers à bénéficier de cette nouvelle niche écologique, ce sont les insectes pollinisateurs. En biologie, on parle de coévolution, c'est-à-dire que deux espèces vont s'influencer réciproquement. Il y a la coévolution compétitive lorsqu'il s'agit du binôme proie-prédateur ou encore hôte-parasite. Et il y a la coévolution coopérative lorsqu'il s'agit d'espèces mutualistes, ce qui est ici notre cas. Dans cet environnement, déjà riche en faune et flore, la pression pour se faire une place dans le cycle de la vie est très forte. Les plantes et les insectes forment cependant une équipe de choc et vont conquérir la quasi-totalité des milieux. Les plantes à fleurs ont besoin des insectes pour se développer. Elles ont donc besoin de les attirer. Pour ce faire, et être sûres de les séduire,
elles vont apprendre à se mettre en valeur. Elles vont arborer de jolis pétales de couleur, des formes un peu plus extravagantes qu'à l'ordinaire, exhaler de doux parfums et même produire un nectar sucré auquel les insectes ne pourront pas résister. Les papillons, les guêpes et autres insectes déjà présents s'enrichissent donc de nouveaux caractères adaptés à leur nouvel environnement. Par exemple, des trompes permettant d'aspirer le nectar vont peu à peu remplacer les mandibules de certains papillons. Les angiospermes peuvent aussi contenir des poisons, plus souvent que les gymnospermes, les plantes à ovules. C'est pour eux une forme de protection. Mais les insectes qui réussissent à les digérer profitent de nouvelles ressources sans concurrence. L'abeille, ou tout du moins son lointain ancêtre s'en rapprochant le plus, apparaît également au cours de cette période. Il s'agit de Melitosphex burmensis. Cet insecte est minuscule, à peine 3 mm. Nous avons été plus d'une fois surpris par la taille exceptionnellement grande de certains insectes à une époque. Mais dans le cas de notre Melitosphex, c'est tout le contraire. Sa petite taille comparée à nos spécimens actuels est tout à fait étonnante. Il fait partie de la superfamille des apoïdes, dont les ancêtres remontent au Jurassique. Sur le plan de ses caractéristiques physiques, on peut dire que celui-ci se trouve entre la guêpe et l'abeille. Par exemple, sa silhouette et son anatomie sont très proches de la guêpe. Mais on peut également voir des poils ramifiés, qui, cette fois, sont davantage comparables à ceux de l'abeille. Ce Melitosphex s'est retrouvé piégé dans la résine de cette plante. Malheureusement pour lui, il vit ses dernières heures. Mais nous le retrouverons dans l'ambre, la résine fossilisée en Birmanie actuelle dans la vallée de Hukawng. Il deviendra un témoin privilégié du Crétacé. Il ne sera pas seul, car d'autres insectes ont subi le même sort ici. Ceux que tu peux voir agglomérés à cet ambre sont deux espèces de fourmis. La première s'appelle Aidomir metsini. Elle est également appelée fourmi de l'enfer. La seconde espèce se trouve être la fourmi licorne. L'une et l'autre seront retrouvées dans des millions d'années par des chercheurs. Les observer ainsi sur le même site fossilifère permet de rappeler leur lien de parenté. Les proches parents de la famille des apoïdes se trouvent justement être des fourmis. Mais revenons à notre potentiel ancêtre de l'abeille, Melitosphex, et aux insectes pollinisateurs. Dans un premier temps, ces insectes ont été carnivores et sans doute assez solitaires. Puis ils se sont spécialisés par type de fleurs. Mais par la force des choses, afin de s'adapter et de survivre, c'est bien connu, l'union fait la force. Le socialité est ainsi devenu leur meilleur atout. En fonction de leur caste, les insectes se spécialisent non pas par type de fleurs, mais plutôt par utilité dans la colonie. Certains prennent soin des larves, d'autres construisent le nid, d'autres le défendent ou partent en quête de nourriture. Il faudra attendre quelques millions d'années, le milieu du Crétacé pour être plus précis, pour que les spécimens capables de ce genre de prouesse sociale apparaissent. Ces derniers font partie de la tribu des corbiculates. Cette tribu comptait pas moins de 1000 espèces différentes. Si l'eusocialité est une évolution majeure chez certains insectes pour survivre et s'adapter à leur écosystème, d'autres ont trouvé des parades bien différentes. Les libellules et les phasmes, comme Cretophasmomina, Melanogramma, vont privilégier quant à eux le mimétisme.
Ils tentent de se fondre dans le décor pour échapper à la vue des prédateurs. C'est également très efficace. Certains sont de tels rois du camouflage qu'ils sont presque imperceptibles pour des yeux non aguerris. Un autre moyen de s'en sortir, c'est de vivre la nuit. C'est en tout cas ce que certains spécimens ont cru bon de croire. Ils pensaient sans doute pouvoir éviter les prédateurs, qui sont normalement moins actifs à ce moment-là de la journée. Une fois le bal des reptiles volants achevé et les animaux arboricoles endormis, ces insectes avaient le champ libre pour déambuler à leur guise. La lourde marche des dinosaures géants terminée. Retrouver le calme de la nuit est apaisant. Tu ne trouves pas ? Entre ces gros prédateurs, les ptérosaures qui sillonnent le ciel, les animaux arboricoles, véritables voltigeurs des forêts à l'appétit insatiable, le danger semble rôder partout. Maintenant que la lune a pris le relais du soleil, il n'y a que le silence qui nous entoure et les étoiles qui nous contemplent. Tout paraît calme. Herbivores, carnivores et insectivores sont plongés dans un profond sommeil réparateur. Tous ? Pas tout à fait. Observe bien le sol. Ne détectes-tu pas un léger bruissement et des mouvements subtils dans ces broussailles ? C'est un petit mammifère qui vit dans ce couvert végétal et qui doit poindre le bout de son nez. Il est plutôt furtif. Il faudra être rapide et très observateur pour avoir la chance de l'apercevoir un bref instant. Il n'ose se pointer en dehors de son nid qu'à la nuit tombée. Il va sûrement se délecter d'un copieux repas d'insectes en tout genre. On oublie facilement, lorsque l'on évoque l'ère du Mésozoïque, toujours associée aux dinosaures qui règnent en maître sur le territoire, que ces derniers étaient loin d'être les seuls habitants de notre planète. S'il est vrai que l'espèce dominante au cours du Crétacé reste les dinosaures, les mammifères sont tout de même parvenus à se faire une jolie place dans notre monde. Leur mode de vie et leur capacité physique, de prime abord assez faible par rapport aux dinosaures, seront finalement leur plus bel atout pour résister à la crise de masse qui sévira d'ici quelques millions d'années. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Pour le moment, revenons à nos insectes et à nos nouveaux végétaux. Les insectes profitent pleinement de l'arrivée des plantes angiospermes. Mais elles sont loin d'être les seules nouveautés du Crétacé. Au cours de la période, on peut voir au cœur de cette forêt impressionnante des lianes, de nouveaux types d'arbustes, mais également des plantes herbacées. Maintes fois au cours de nos voyages, nous avons vu que l'utilisation du terme herbivore était une erreur. Minime peut-être, mais une erreur tout de même. Disons que c'était un abus de langage. Pour être tout à fait juste et précis dans les termes, les animaux précédant le Crétacé sont végétivores et non herbivores à proprement parler. En effet, l'herbe n'est pas encore apparue sur Terre. En revanche, au Crétacé, les choses sont un peu différentes. Et oui, les herbacées vont eux aussi faire leur grande entrée dans le royaume déjà très riche des végétaux terrestres. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que celles-ci vont parvenir à se faire, elles aussi, une très belle place au sein des végétaux et offrir de nouvelles opportunités au monde animal. S'ils ne profitent pas uniquement de ces plantes, de nombreuses espèces de serpents vont trouver dans ces herbacées de quoi se camoufler et se nourrir de petites proies. On retrouve ces animaux plutôt dans les forêts humides de la Laurasie.
Avant d'arborer la forme qu'on leur connaît, les premiers animaux se rapprochant des serpents avaient des pattes à l'arrière du corps. Elles étaient très peu développées, mais suffisamment pour être articulées et se déplacer dans ce tapis herbacé. Ils ont une cheville et même quelques orteils. C'est le cas de Najash rionegrina, une espèce de serpent qui a justement encore ses fameuses pattes arrière. Il préfère chasser la nuit et privilégie les petites proies. Pour le moment, contrairement à nos serpents actuels, il n'a pas encore la mobilité de crâne suffisante pour gober des proies plus importantes. Mais cela ne saurait tarder. D'ici quelques millions d'années, le titanoboa sera l'un des plus féroces prédateurs de sa période. Au Crétacé, si Titanoboa ne sévit pas encore, d'autres gros prédateurs rôdent sur terre, comme en mer ou dans les airs d'ailleurs. Ils sont omniprésents. Il est temps d'aller les retrouver si tu as l'âme suffisamment aventureuse pour cela. Ils sont loin d'être aussi charmants que le chat câlin qui aime tant le canapé du salon, mais leur découverte vaut le détour. Les dinosaures, tout comme les végétaux, ont beaucoup évolué au cours du Crétacé. Ils ont connu de multiples chamboulements géologiques et climatiques qui les ont poussés à s'adapter et donc à migrer et à évoluer. Voyons ensemble quelques-unes de ces nouvelles spécificités chez l'espèce quasi dominante du Crétacé, les dinosaures. Les dinosaures dès le Trias, mais plus particulièrement au Jurassique, profitent pleinement de leur environnement. C'est toujours le cas au Crétacé, où ils poursuivent leur radiation évolutive et ont largement conquis l'ensemble de la planète. Souviens-toi, à la période précédente, nous avions vu quelques spécimens de très grande taille. Pleinement heureux dans les plaines, ils ont continué de se diversifier et d'enrichir leur groupe. On voit apparaître par exemple des spécimens tels que Ampélosaurus, Amargasaurus ou encore les fameux Titanosauriformes. Ces derniers comprennent l'Argentinosaurus, présent en Amérique du Sud, mais aussi le Paralititan en Égypte. Les titanosaures font partie des plus lourdes créatures ayant jamais foulé la terre. Argentinosaurus, selon les dernières estimations en date, peut atteindre 8 mètres de haut, 35 mètres de long et près de 80 tonnes. Son tibia, à lui seul, mesure plus de 1,55 m de long. Quant à l'une de ses vertèbres, on approche 1,60 m de haut et 1,30 m de large. Il côtoie un autre géant dans la région, le Patagotitan, découvert plus récemment en 2014. Il affiche les mêmes proportions physiques exceptionnelles. Sur le continent africain en Égypte, le Paralititan n'a rien à envier à la grandeur de ses contemporains américains. Les estimations, comme pour bon nombre d'animaux préhistoriques, sont régulièrement révisées en fonction des nouvelles comparaisons effectuées, des études fossiles plus poussées à l'aide de notre technologie actuelle ou encore de nouvelles découvertes observées. En 2006, Kenneth Carpenter, un paléontologue du Muséum de Denver aux États-Unis, s'appuie sur une étude comparative d'un autre titanosaure, le Saltasaurus. D'après ses estimations, notre spécimen égyptien serait long de entre 30 et 40 mètres, haut de 7 mètres et pèserait près de 60 tonnes. D'autres régions du monde ont également connu ce genre de grand gabarit. En 2021, une équipe a identifié un dinosaure qui a été nommé Australotitan cooperensis.
Il mesurait un peu plus de 6 mètres de haut et sa longueur est estimée entre 25 et 30 mètres. Un beau bébé, tu ne crois pas? Mais que sont devenus les gros sauropodes que nous avions rencontrés au Jurassique? Les animaux que nous avons évoqués à l'instant vont peu à peu les remplacer. Les diplodocus et les brachiosaures ne parviendront pas jusqu'au Crétacé. D'autres géants combleront leur niche écologique. Les besoins énergétiques sont importants en raison de leur taille et du fait de leur régime alimentaire. Ils doivent manger en quantité pour subvenir à leurs besoins. Ils ne sont donc pas difficiles et se nourrissent d'un grand nombre de plantes différentes. Les cycas, les conifères, les palmiers, les herbes, mais aussi les ancêtres du riz et du bambou font partie de leur menu. On pense également que ce sont des animaux qui vivaient en troupeau. On peut le certifier, notamment avec la présence de sites de nidification. Plusieurs trous étaient creusés par les femelles, afin d'y déposer une vingtaine d'œufs avant de les recouvrir de végétaux et de terre. Leur taille représentait un frein potentiel pour les prédateurs, mais les plus puissants et agressifs ne reculaient devant rien. C'est le cas de l'Abelisaurus par exemple. Pour se défendre, la vie en groupe était donc devenue une nécessité pour eux. Pour augmenter leurs chances de survie, ces géants étaient également dotés d'une peau recouverte d'une sorte d'armure composée de petites écailles. Quittons à présent ces mastodontes herbivores pour découvrir un autre groupe très présent et diversifié du Crétacé, les cératopsiens. Les marginocéphales forment un groupe d'animaux apparus au Jurassique. Durant cette période, ces animaux étaient souvent bipèdes. Mais au Crétacé, ils évoluent pour s'adapter à leur environnement et passent de plus en plus de la bipédie à la quadrupédie. C'est ainsi que dans le même temps, un nouveau genre de cératopsiens apparaît. Ils se déplacent sur 4 pattes et sont plus massifs. Ils vont donner naissance à de nombreuses espèces et largement se diversifier, surtout au Crétacé supérieur. Ce sont les néocératopsiens. L'un d'entre eux est bien connu du grand public et est sans doute l'un des dinosaures préférés des plus jeunes. Il s'agit bien sûr du Tricératops. Avec ses 7 à 10 mètres de long, près de 4 mètres de haut et 7 à 8 tonnes en moyenne, le Tricératops est un très gros herbivore qui sait se défendre. Sa tête, qui représente à elle seule près du tiers de sa longueur, est assez impressionnante. Grâce à sa grande corne qui dépasse sur son museau au-dessus des narines, mais également à la paire de cornes située juste au-dessus des yeux, il tente d'intimider les prédateurs qui auraient l'audace de tenter une attaque. Contrairement à d'autres spécimens de cératopsiens, le Tricératops a une collerette très solide qui peut également l'aider dans les combats. D'après de récentes études, il se peut également que la collerette et les 3 cornes aient eu une autre utilité. Une hypothèse émise par certains scientifiques avance l'idée que ces atouts pouvaient également servir de carte d'identité entre congénères, si l'on peut dire les choses ainsi. Un processus d'identification s'établissait pour faire la cour ou dominer un autre mâle. Ce qui favorise cette théorie est l'apparition plus tardive chez Torosaurus, une espèce que l'on a crue à part et qui finalement serait sans doute la forme adulte du Tricératops, de trous dans la collerette du crâne. Un atout supplémentaire pour la parade amoureuse. Pour se déplacer, ce mastodonte avait besoin d'une bonne assise sur ses 4 pattes. Il a donc des membres robustes et puissants.
Ses pattes sont également équipées de mains avec 3 doigts pour les pattes antérieures et 4 pour les postérieures. Il marche sur la pointe des pieds avec des doigts prolongés par des sortes de sabots. Certaines hypothèses avancent également un comportement social chez le Tricératops, notamment le fait qu'il puisse vivre en troupeau, voire avec d'autres gros herbivores. Mais très peu d'études ont pu être réalisées sur le sujet. Les sites fossilifères ne permettent pas d'affirmer ou d'infirmer cette hypothèse. Si certains spécimens arboraient sans doute des plumes au Jurassique, cette caractéristique est bien plus présente encore au Crétacé. On peut le voir par exemple chez un spécimen de dinosaure de petite taille comparé au colosse que nous venons de quitter. Il mesure 80 cm de long et pèse à peine plus d'1 kilo. Il s'agit du Microraptor. Les restes fossiles ont pu prouver la présence de plumes sur tout le corps, y compris sur les pattes et sa longue queue. En 2012, des chercheurs américains et chinois sont parvenus à aller plus loin dans leurs investigations. Les plumes du Microraptor étaient noires, allongées et organisées en lamelles. Mais ce n'est pas tout. Cette disposition indique une iridescence, c'est-à-dire la capacité de changer de couleur selon les angles de vue ou la lumière. Peu avant, en 2011, au Canada cette fois, des fragments de plumes, mais aussi de poils ont été retrouvés dans de l'ambre. Ces plumes exercent différentes fonctions chez nos dinosaures. Pour certains animaux, cette adaptation leur permet de supporter les hivers longs et rigoureux qui peuvent sévir dans certaines régions. Ce nouvel attrait physique contribue à mieux préserver et à maintenir la chaleur de leur corps et ainsi à lutter contre la rudesse du froid. Pour d'autres, elles servent également à voler. Ce n'est pas le cas pour la grande majorité des dinosaures à plumes. On parle plus facilement de planage que de vol. Au fil des évolutions, cependant, les choses changent et certaines espèces parviennent à battre des ailes. Similicodipteryx, lui, fait partie de ceux qui ne volent pas. Il a malgré tout trouvé l'utilité parfaite pour ses plumes. Il est muni d'un pygostyle. C'est un os du croupion des oiseaux qui provient de la soudure entre les dernières vertèbres caudales. Ce petit détail a toute son importance chez ce joli spécimen mâle. En effet, grâce à ce pygostyle et ses plumes ramifiées, il peut produire des mouvements avec son appendice et ainsi attirer l'attention des femelles. Nous voici à nouveau au beau milieu d'une végétation foisonnante en plein cœur de la forêt équatoriale. Les plantes profitent de la chaleur, mais aussi de l'humidité pesante qui y règne. C'est une aubaine pour ces végétaux. Beaucoup de soleil et de lumière, des températures toujours clémentes et jamais en manque d'eau. Nul besoin de plus pour les lianes, les petits arbustes, les fougères et les plantes à fleurs qui profitent pleinement de ce territoire aux airs de petits coins de paradis. On pourrait se croire au beau milieu de la forêt amazonienne. Mais nous ne risquerions pas d'y croiser l'animal qui se trouve alors à quelques mètres de nous. C'est un ankylosaure. Il est bien connu du grand public et les enfants adorent particulièrement ce dinosaure. C'est sa queue massue qui a fait sa renommée. Celle-ci est composée de plaques osseuses. Elle est très lourde, comme tu peux l'imaginer. L'animal mesure près de 10 mètres et pèse environ 4 tonnes.
Sa massue est bien entendu proportionnelle au reste de la morphologie de son corps et pèse à elle seule au moins 50 kilos. La légende selon laquelle il l'utilise pour se défendre est-elle vraie? Cette affirmation est à prendre avec des pincettes. Mais tout porte à croire, à ce jour en tout cas, qu'il l'utilisait effectivement comme arme défensive. Il transmet sa force dans l'extrémité de sa queue, pour se servir d'elle comme massue. Terriblement efficace, elle est capable de briser des os. Peu d'adversaires osent s'y frotter. Surtout que, si tu observes bien l'animal, c'est loin d'être son seul atout. Il est également doté d'une belle armure. Cette fois, celle-ci ne sert pas à se montrer offensif, mais le prévient des blessures. Cette armure recouvrant son corps est constituée, tout comme sa queue, de plaques osseuses, des plaques dermiques que l'on appelle ostéodermes. Enfin, il a également des écailles épaisses et de grandes cornes au sommet du crâne. Il paraît bien inattaquable au vu de toute cette armada défensive. Il est entouré d'une carapace infranchissable, incassable. Aucun croc ne pourrait en venir à bout. Pourtant, il y a un point faible, c'est le ventre. Sur cette partie du corps, il n'a aucune protection et il devient alors très vulnérable. Selon les scientifiques, si l'on compare avec des modes de fonctionnement d'animaux actuels et des stratégies défensives connues, il se peut qu'en attaque, ce gros animal se tapisse au sol pour protéger cette partie de son corps. Dès qu'il en a l'occasion, il propulse sa massue contre l'assaillant en essayant d'être efficace dès le premier coup porté. Cette particularité lui a été utile pour survivre en milieux hostiles, entouré de gros carnassiers plus féroces les uns que les autres. La nature leur a permis d'évoluer et de s'adapter à leurs prédateurs, mais également à leur environnement. C'est aux États-Unis actuels que notre premier dinosaure de cette liste réside. Il s'agit du fameux T-Rex. Le Tyrannosaurus Rex est sans aucun doute le roi des dinosaures et le plus populaire d'entre tous. Même s'il est connu depuis les années 1900, il continue de révéler encore aujourd'hui à travers de nouvelles études et de nouveaux outils d'analyse d'autres facettes de sa personnalité. Le plus terrifiant et légendaire prédateur du Crétacé a encore de quoi nous surprendre. Commençons par répondre à l'une des plus grandes interrogations le concernant. Pourquoi avait-il de si petits bras? Quand on voit sa taille imposante, 13 mètres de long, près de 4 mètres de haut et environ 10 tonnes de muscles, des bras de 70 cm à peine paraissent bien ridicules, non? Pourtant, la nature est bien faite et ces derniers avaient leur utilité. Dans un premier temps, les chercheurs ont pensé que ces bras étaient sans doute en voie de régression. Ils ne servaient à rien et étaient voués à disparaître en somme. Mais plus tard, des recherches ont révélé que les os du bras étaient munis de crêtes osseuses permettant l'insertion de muscles. Cette fois, on perçoit les pattes antérieures sous un nouvel angle. Il s'avère finalement que le T-Rex utilisait peut-être ses petits bras pour équilibrer son corps et s'élancer et courser une proie. Il n'était pas le roi du sprint, d'autres étaient bien plus rapides. Mais capable de se déplacer à 20 km/h, il parvenait assez facilement à ses fins. Un autre fait très surprenant a été révélé en 2014 par des paléontologues canadiens. D'après leurs études, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce carnassier ne vivait peut-être pas en solitaire, mais en groupe.
Des empreintes de pas montrent que ces animaux se déplaçaient parallèlement les uns des autres. Est-ce un cas isolé ou un cas général pour les tyrannosaures? Les recherches se poursuivent sur le sujet. Enfin, le T-Rex n'était pas un animal à sang froid, mais à sang chaud. Sa température corporelle devait être comprise entre 35 et 38 degrés Celsius environ. Malheureusement pour les proies environnantes, leur métabolisme était très gourmand en énergie. Ils devaient donc ingurgiter beaucoup de viande pour combler ses besoins vitaux. En parlant de repas, que mangeait Tyrannosaurus Rex? Il n'est pas très difficile et s'attaque finalement à toutes sortes de dinosaures, même si ce sont principalement des ornithischiens, des herbivores pour la plupart. Au menu, on retrouve des cératopsiens, comme le Triceratops, ou encore des Parasaurolophus et des hadrosaures. Quittons les États-Unis pour nous rendre sur un autre continent, celui de l'Afrique. Aujourd'hui, terre des lions, elle était connue pour être celle des Spinosaurus à l'époque du Crétacé. Le spinosaure est l'un des grands prédateurs du continent. Malgré le manque d'informations sur son sujet, on sait qu'il fut à l'époque un redoutable chasseur. Les spinosaures se sont adaptés à leur environnement, mais aussi aux proies disponibles. Ils peuvent être piscivores et tout aussi bien s'attaquer à des dinosaures juvéniles ou encore à des ptérosaures. Armés de dents acérées et plutôt actifs, ils ne reculent pas facilement face à une proie potentielle. Comment chassaient-ils? Quelle position adoptaient-ils pour se déplacer ou pour attaquer? Les réponses restent encore assez floues. Avant 2014, la posture faisait débat, faute d'éléments probants appuyant une thèse plutôt qu'une autre. Puis la découverte des membres postérieurs a permis de recomposer le puzzle et d'élaborer de nouvelles hypothèses. D'après ces éléments, la posture quadrupède est privilégiée. Les membres antérieurs étaient relativement courts par rapport aux autres, signifiant un centre de gravité situé vers l'avant. Au sujet de son milieu, les scientifiques pensent qu'il était, comme les crocodiles par exemple, un animal semi-aquatique. Mais rien n'est encore avéré. Les recherches sur le sujet se poursuivent. Voyons maintenant un prédateur européen. Il s'agit de l'Archovenator, un membre du genre Abelisauridae. À son sujet, peu de doute, il était bipède. Il avait un gros crâne pourvu de dents courtes et acérées. Son régime alimentaire, en revanche, pose davantage question. Il serait sans doute carnivore, mais il pourrait être également charognard. Ce qui renforce cette thèse, ce sont ses petits bras et les 4 doigts de ses mains qui lui permettraient d'extraire les viscères des animaux morts. Mais il avait également un cou puissant, ce qui favorise cette fois la piste de la prédation. Il aurait alors pu mordre à plusieurs reprises et affaiblir ses proies, jusqu'à ce qu'elles succombent ou s'abandonnent à leur triste sort. En Europe, nous l'avons vu au début de notre voyage au Crétacé. Le climat était bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui dans cette région. Le climat tropical offrait une végétation luxuriante, riche et diversifiée. Une niche écologique qui favorise l'expansion d'espèces, telles que les titanosaures, comme Atsinganosaurus, mais aussi des rhabdodontidae, comme Rhabdodon, ou encore des nodosauridés, comme Strutiosaurus. Elle se nourrissait de fougères, de ginkgo ou bien encore de kaoris. Si ces végétivores et ces carnivores trouvent tout ce dont ils ont besoin pour se nourrir et se reproduire, d'autres ne sont pas parvenus à s'adapter à leurs nouvelles conditions de vie.
Il ne faut pas croire au vu de toutes ces grandes diversités d'espèces chez les dinosaures que tout est simple pour eux. En effet, pour certains, l'adaptation est rude et pour d'autres, impossible. Des espèces, pourtant très bien installées au cours de la période précédente, vont finir par disparaître. C'est le cas par exemple des stégosaures ou encore de l'allosaure, deux grands prédateurs du Jurassique. Il y a un grand nombre d'espèces qui se renouvellent au profit de la disparition d'autres animaux qui ne sont pas parvenus à s'adapter. Tous les régimes alimentaires et tous les milieux sont touchés par ces radiations et ces disparitions. Les dinosaures, même s'ils sont dominants au cours de la période, ne traversent pas tous le Crétacé avec la même facilité. Un autre groupe animal partageant le territoire avec les dinosaures connaît lui aussi des obstacles pour survivre dans cette zone dangereuse et hostile, emplie des plus terribles carnassiers que la Terre n'ait jamais connus. Malgré tout, ils parviendront à leur survivre. Il s'agit des mammifères. Rien n'était gagné pour eux, et pourtant, leur groupe, dont nous faisons d'ailleurs partie, est encore présent sur la Terre aujourd'hui. Contrairement à ce que nous avons longtemps cru, les mammifères sont loin d'avoir conquis la Terre une fois les dinosaures disparus. Jusque dans les années 2000 environ, le peu de restes fossiles laissait à penser que les dinosaures étaient omniprésents sur Terre et maîtres incontestés des lieux. Les mammifères, quant à eux, auraient profité pleinement de leur disparition pour pouvoir enfin s'installer et dominer le monde. Mais dans les faits, tout ne s'est pas vraiment passé ainsi. Malgré leur taille, ils avaient préparé leurs armes, si l'on peut dire les choses ainsi, bien avant que les dinosaures disparaissent. Celles-ci étaient suffisamment efficaces pour qu'ils parviennent à leur survivre. Une chose est certaine, les dinosaures sont nombreux et largement présents sur Terre. Mais ils ne sont pas les seuls occupants de la planète à cette époque. Les mammifères se sont d'ores et déjà installés de manière durable sur notre planète. Aujourd'hui encore très présents, contrairement aux dinosaures, ils sont parvenus à conquérir tous les milieux. Le sol, la mer, les airs, les forêts, les déserts, les montagnes, bref, ils sont absolument partout. On compte près de 6500 espèces différentes aujourd'hui sur la Terre, tous milieux confondus. Leur apparition fut très timide dans un premier temps, mais quelle belle performance d'être arrivés jusque-là quand on sait par où ils ont dû passer. Une belle histoire pour ces animaux. Pourtant, rien ne présageait un si bel avenir. Penses-tu que tu aurais eu une chance, même infime, de survivre aux côtés des colosses que nous avons pu rencontrer précédemment? Alors, comment les mammifères, eux, y sont-ils parvenus? Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est leur petite taille qui fut leur premier atout, mais également leur mode de vie. Au beau milieu des redoutables T-Rex et autres carnassiers géants, nos mammifères ont bel et bien réussi à s'imposer, mais pas en devenant de terribles prédateurs. Pour vivre heureux, vivons cachés, dit le proverbe. Et c'est ce précieux conseil qu'ont suivi les mammifères durant tout le Mésozoïque. Des fossiles datant des différentes ères du Mésozoïque attestent de leur présence. Adelobasileus était déjà sur notre planète aux côtés des premiers dinosaures, au Trias supérieur par exemple. On retrouve également au Jurassique l'Aoleste. Ils sont loin d'être les seuls. On pourrait également citer Aramiyida, comme Kishu, Abondro, Trichnotheria ou encore Chiotheriidae. Plus discrets que les dinosaures de par leur taille bien moins imposante, les mammifères sont toujours très présents au Crétacé.
Depuis le Trias, ils se sont d'ailleurs largement diversifiés et sont de plus en plus nombreux, sous des formes très variées et dans des milieux très différents. On observe presque tous les régimes alimentaires, des végétariens aux insectivores. Bien moins effrayants et semblant être moins agressifs de prime abord, ils n'en sont pas moins dangereux pour autant. En tout cas pour certains d'entre eux. Le Rhepenomammus robustus, par exemple, est d'une taille assez proche de l'opossum. Mais son courage est loin d'être proportionnel à sa taille. Il n'hésite pas à croquer du dinosaure s'il le faut pour sa propre survie. On a en effet déjà retrouvé des restes d'un Psittacosaurus, un dinosaure herbivore, dans l'estomac d'un spécimen fossile daté de 130 millions d'années. Ce régime alimentaire et cette particularité ne concernaient pas tous les mammifères, mais c'est important de savoir que ces espèces pouvaient également s'attaquer à certains membres de la dynastie des dinosaures. Les mammifères se caractérisent par leur fourrure pour la grande majorité d'entre eux, mais aussi par leur capacité à produire leur propre chaleur. C'est une évolution extraordinaire pour le monde du vivant. Ces animaux n'ont pas besoin de capter les rayons du soleil pour emmagasiner de la chaleur. L'autre point commun de tous les mammifères de cette époque est leur taille très modeste. Une dizaine de centimètres tout au plus pour la quasi-totalité d'entre eux. Ils ressemblent à des petites souris ou à des musaraignes. Ce défaut, ou cette faiblesse, si l'on peut dire les choses ainsi, s'avère plutôt un atout, car cela leur permet de se faufiler plus facilement dans leur environnement. Entre les dinosaures qui occupent largement le territoire des plaines, les ptérosaures qui ont envahi le ciel, et enfin les reptiles marins qui ont conquis toutes les eaux du globe, difficile de se mouvoir dans un espace aussi hostile et dangereux, à moins d'être petits et rapides. Grâce à cette morphologie, ils sont presque invisibles et se font ainsi très peu remarquer des carnassiers géants qu'ils côtoient. Mais ce n'est pas leur seule particularité, ils sont aussi, pour la plus grande majorité d'entre eux, des animaux nocturnes. Et ça change également beaucoup de choses. Lorsque les gros prédateurs évoluent la journée, les petits mammifères, eux, se calfeutrent dans des petits abris. Dans la terre, mais aussi dans la végétation environnante, creusant des sortes de terriers et de galeries. À l'abri des prédateurs, ils peuvent rester ainsi des heures durant, sans se faire voir ni prendre. Lorsque tombe la nuit, les mammifères peuvent sortir sans prendre trop de risques pour leur propre survie. L'expression « quand le chat n'est pas là, les souris dansent » prend tout son sens ici. Nos premiers mammifères terrestres au physique de souris profitent du sommeil des gros prédateurs pour partir en quête de nourriture, le cœur léger et l'esprit serein. Ils se nourrissent généralement d'insectes en tout genre. Une fois leur ventre repu, ils retrouvent bien vite leurs abris. Ils attendront que la course du soleil s'achève une nouvelle fois pour sortir sous une belle nuit d'étoiles. Mais pour parvenir à chasser aussi bien la nuit, nos mammifères du Crétacé ont évolué afin d'acquérir de nouvelles capacités. Et oui, vivre la nuit, ce n'est pas donné à tout le monde. Ils ont quelque chose que beaucoup d'animaux du Crétacé n'ont pas, une ouïe très développée. Si dans le noir, la plupart des animaux ne peuvent se fier qu'à leur vue, les mammifères, eux, peuvent avoir une totale confiance en leurs oreilles. Cette audition a évolué grâce à l'apparition de tout petits os dans l'oreille. Ils sont assez difficiles à percevoir sur des squelettes fossiles si petits, mais ils sont pourtant très importants et marquent un réel tournant dans l'évolution et les différentes radiations des mammifères. On peut observer au Crétacé différents types de mammifères.
Les Araminida, par exemple, apparus dès le Trias et toujours présents au Crétacé, sont un clade qui regroupe des animaux aux airs d'écureuil, avec une longue queue de chat. On n'assiste pas encore aux évolutions dont nous avons parlé, notamment l'audition et la vie nocturne. Cependant, ils parviennent à survivre grâce à leur mode de vie arboricole. Ils se nourrissent de végétaux, mais également de fruits, de graines ou même d'insectes. En cas de danger, certains membres de ce clade, comme Arboroaramia, Villévolodon ou encore Myopatagium, peuvent compter sur les membranes de peau appelées patagium tendues entre leurs membres. Celles-ci leur permettent d'effectuer un vol plané entre deux arbres. On peut également citer Zalambaleste, qui ressemble un peu à une musaraigne. D'une vingtaine de centimètres seulement, arborant un museau allongé et des yeux très développés, il était doté d'une dentition lui permettant de se nourrir d'un large panel d'insectes. Comme la plupart de leurs congénères du même groupe, ce sont des animaux de petite taille. Donc des animaux qui n'ont pas besoin de très grandes quantités de nourriture pour survivre. Là encore, ce détail peut paraître insignifiant. Et pourtant, c'est une des raisons qui leur permet de survivre facilement au beau milieu des dinosaures, mais également ce qui les aidera à dépasser la crise à venir. Mais nous y reviendrons dans le chapitre consacré à cette dernière d'ici quelques minutes. Voyons maintenant un autre membre du grand groupe des mammifères. Il s'agit de Chronopio dantiacutus. Il fait partie du clade des Dryolestiodea. Il vit au Crétacé supérieur et profite des évolutions que nous avons pu détailler un peu plus tôt. On voit tout d'abord qu'il est de petite taille, comparable à celle d'une souris actuelle. Il a un museau fin, des petits yeux ronds bien développés et de longues canines pour se nourrir d'insectes et de petits vertébrés. Il peut aussi chasser de petits vertébrés, comme ce membre de la famille des lacertiliens, par exemple, qui pourrait très bien être le prochain repas de notre Chronopio si leurs chemins se croisaient. Mais ce qu'il faut surtout noter chez lui, ce sont les évolutions de son squelette, et en particulier de son crâne. On peut notamment voir l'os squamosal. Cet os du crâne que l'on retrouve dans la région de la tempe est primordial pour accueillir l'articulation temporomandibulaire, ce qui va jouer sur ses possibilités de chasse et de nourrissage. Mais il va également accueillir les organes de l'audition avec la caisse du tympan. Et si nous nous rendions maintenant dans l'océan, sous les flots, il y a eu quelques évolutions significatives. Le monde marin promet de belles rencontres. Enfin, si tu as le cœur bien accroché, bien entendu, car les créatures qui résident dans ces contrées marines sont loin d'être pacifiques. Vers moins 140 millions d'années, le climat se réchauffe. La température de l'eau, en toute logique, profite également de cette montée des températures. Une eau plus chaude signifie des micro-organismes marins qui foisonnent, et en particulier le plancton. Le plancton est une aubaine pour le milieu marin. Tous les organismes marins vont profiter directement ou indirectement de cette abondance de micro-organismes. La vie abonde à tous les niveaux et sous toutes les formes, des échinodermes comme les étoiles de mer ou les oursins, aux spongiaires, en passant par les invertébrés comme les coraux, les crustacés et les mollusques, jusqu'aux poissons. D'autres animaux aquatiques, notamment les tortues marines, apparaissent à moins 100 millions d'années. À l'instar d'autres reptiles marins, elles peuvent atteindre des tailles gigantesques à l'époque du Crétacé supérieur, jusqu'à 3 mètres de long et 5 mètres d'envergure pour Archelon, par exemple, qui est assez proche des actuelles tortues luttes. Les deux familles que nous connaissons aujourd'hui, les Chelinodae et les Democheliidae,
existaient déjà au Crétacé. En effet, dans ces familles, on retrouve respectivement la tortue kawan ou la tortue imbriquée ainsi que la tortue lutte. Il y a bien sûr toujours des poissons. Un peu partout à travers le globe, ils pullulent. Chez les raies et les requins, certains rivalisent avec les reptiles mégaprédateurs. C'est le cas de requins géants comme Scapanorhynchus, qui atteint près de 5 mètres de long, ou encore Otudus, qui frôle quant à lui les 6 mètres. Vers moins 100 millions d'années, on peut également observer des géants tels que l'Ichthys, qui dépasse les 15 mètres. Il se nourrit pourtant de plancton, comme quoi le régime carnivore n'est pas forcément la condition nécessaire d'une taille exceptionnelle, même à cette époque. D'autres de taille moyenne n'en sont pas moins de redoutables carnassiers. Ainsi, un codus retrouvé en Amérique du Nord et en Méditerranée embroche véritablement ses proies, comme des céphalopodes ou d'autres petits poissons, grâce à ses longues dents en forme de sabre. Nous avions amplement évoqué les reptiles marins au cours des périodes précédentes, le Trias et le Jurassique. Durant la période du Crétacé, ces animaux sont toujours très présents. Tous? Pas tout à fait. Souviens-toi, nous avions évoqué la fragilité et le déclin de certains d'entre eux au Jurassique notamment. Le Crétacé sonnera leur fin. Te rappelles-tu de quelle espèce marine il s'agit ? Ce sont en effet les ichthyosaures. Si les scientifiques ont émis quelques hypothèses sur leur disparition, c'est encore difficile de formuler de véritables réponses. Si les ichthyosaures ne parviennent pas jusqu'ici, d'autres profitent pleinement de leur milieu. Les plésiosaures sévissent. Mais les mosasauridés deviennent également les nouvelles terreurs des mers. Les plésiosaures sont des animaux qui se caractérisent par un corps massif, 4 palettes natatoires de taille identique et surtout un cou immense prolongé par une petite tête. C'est en quelque sorte un croisement entre un serpent et une tortue avec une taille XXL. Le champion toute catégorie en termes de longueur de cou, c'est assurément l'Elasmosaurus. Il compte entre 70 et 72 vertèbres selon les sources scientifiques. Dans tous les cas, c'est un record. Son long cou représente presque les 2/3 de sa longueur totale. On estime en effet sa longueur à environ 10 mètres et celle de son cou 7 mètres. Le mâle qui se trouve juste devant nous est, comme ses congénères, parfaitement adapté à la vie aquatique, malgré sa taille imposante. Il est long et assurément lourd, entre 2 et 9 tonnes environ, mais il a un corps profilé et des pattes natatoires puissantes. Il est un très bon nageur et plutôt actif. S'il ne nageait pas vite, il pouvait nager longtemps. Au cours du Crétacé supérieur, l'Ouest américain et une partie du Midwest actuel étaient couverts par une étendue de mer peu profonde. C'est dans la région, l'actuelle Kansas, qu'a été retrouvé le tout premier fossile de cette espèce de dinosaure par Edward Drinker Cope dans les années 1860. Depuis, un grand nombre d'investigations et de recherches ont été menées sur ce dinosaure si particulier. Même s'il était aquatique, comme certains de nos mammifères marins par exemple, Elasmosaurus respirait de l'air à la surface. Il n'était pas équipé de branchies, mais de poumons. Il remontait donc peut-être toutes les 10 à 20 minutes en fonction de sa capacité pulmonaire estimée, afin de prendre une grande bouffée d'air. Au sujet de ce dinosaure, d'après la légende, il correspondrait au monstre du Loch Ness, en Écosse. Les plésiosaures sont très diversifiés. On peut par exemple citer également Hydrotherosaurus, qui pêche à l'aide de son cou démesuré de 6 mètres de long.
Mais il y a également dans le vaste océan des membres du groupe des mosasaures. Tylosaurus va être l'effigie des mosasaures pour notre voyage au Crétacé. Il s'agit d'un reptile marin qui est finalement assez proche des varans ou des serpents. Il domine les eaux peu profondes et est l'un des prédateurs dominants de l'époque. Il est très important et peut atteindre 12 mètres de long. Rien que son crâne mesure déjà à lui seul plus d'1 mètre. Prédateur féroce, il est aussi très agressif avec ses concurrents directs. Les paléontologues ont retrouvé des traces de lésions, notamment sur les os du museau, qui laissent présager des combats assez violents avec d'autres prédateurs. Dans les restes des estomacs de Tylosaurus, les scientifiques ont pu observer combien ils étaient dangereux et puissants, puisqu'ils s'attaquaient à toutes sortes de proies. On peut notamment citer Elasmosaurus, notre grand plésiosaure, mais aussi des tortues marines, des requins, d'autres mosasaures ou encore des oiseaux marins comme Hesperonychus. Bref, rien ne lui résistait vraiment. S'il fallait sortir la tête de l'eau une fraction de seconde pour s'attaquer à un ptéranodon en pleine partie de pêche, il n'hésitait pas un seul instant et n'en faisait qu'une bouchée. Ce malheureux ptéranodon va nous servir de transition pour partir à la conquête du ciel du Crétacé. Voyons comment ces reptiles volants parviennent à voler au cours de la période et comment ont-ils évolué. Ces dieux du ciel, les reptiles volants, poursuivent pour une partie d'entre eux leur évolution. Ils sont en effet toujours largement présents au Crétacé. Mais la concurrence, même dans les airs, est rude. Certaines espèces, notamment celles apparues au Trias, déclinent lentement. La loi de la nature est ainsi. Tous ne parviennent pas à s'adapter suffisamment pour conserver leur place au sein de leur écosystème. Les premiers oiseaux font bien leur apparition. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils s'adaptent à leur niche écologique et aux spécificités climatiques et géologiques. Pour preuve, ils sont encore présents aujourd'hui. Les petits ptérosaures, donc, cèdent leur place petit à petit à ces fameux oiseaux. D'autres, les plus grands spécimens de ptérosaures, profitent quant à eux pleinement de leur capacité hors normes et ont moins de concurrence directe. Et oui, ces géants du ciel sont rarement des insectivores. Ils atteignent des tailles exceptionnelles et s'attaquent à des proies à la hauteur de leur capacité physique. Quetzalcoatlus est sans aucun doute, en tout cas au vu de nos connaissances actuelles, le plus grand ptérosaure de tous les temps. Imagine 3 voitures alignées dans leur longueur ou bien un bus à 4 essieux. Ces derniers pourraient se loger entre les 2 extrémités des ailes de ce reptile géant. C'est presque inimaginable de penser qu'un animal avec une telle envergure, 16 mètres de large, puisse voler. Pourtant, c'était bel et bien le cas. Au sol, il marchait sur ses 4 pattes. Des empreintes de pas le confirment. Pour ce qui est du vol, il s'avère qu'il pouvait décoller du sol en effectuant un saut, puis il opérait un vol battu, c'est-à-dire avec des battements répétés des ailes. Les scientifiques ont encore quelques doutes sur son régime alimentaire. Les restes fossiles ont été retrouvés sur la terre ferme et non près des mers. On pourrait donc écarter la thèse piscivore. Peut-être était-il charognard, à moins qu'il n'ait capturé des proies d'eau douce ou des petits vertébrés. D'autres pensent que la combinaison est également envisageable avec un régime mixte de proies et de carcasses. Profitons de la découverte de ces reptiles volants pour évoquer un autre membre de la grande famille des dieux du ciel, le premier dino-oiseau.
Archéoptérix est un dinosaure avien et l'un des tout premiers découverts. Un dinosaure à plumes aux airs de volatile. On peut déjà voir chez ce spécimen des éléments comparables à nos oiseaux actuels, comme la proportion des ailes par exemple. Cependant, on ne lui attribue pas clairement l'origine des oiseaux. Les recherches se poursuivent sur ce sujet, et les éléments en notre possession ne permettent pas aux paléobiologistes de déterminer avec exactitude qu'il s'agisse de l'un des premiers ancêtres directs. De manière générale, il y a de nombreux domaines où le cas de l'Archéoptérix fait débat chez les scientifiques. Sa manière de voler, par exemple, ou de décoller est encore très floue. On connaît finalement très peu de choses sur son mode de vie. Certains s'accordent cependant sur la possibilité qu'il vivait dans les arbres et qu'il se nourrissait d'insectes. Sa puissance musculaire est en effet assez faible comparativement à nos oiseaux. Vivant dans un archipel d'îles des mers tropicales, il se peut qu'il se soit nourri également de carcasses de poissons ou encore de vers. Rien n'est moins sûr. Dans la catégorie des dinosaures aviens, on peut également citer d'autres spécimens plus ou moins connus, comme Iberomessornis romerali, découvert en Espagne, ou encore Confucius ornis. Ce dernier était de taille modeste, 50 cm environ, et il ne pesait pas plus d'1,5 kg. C'est un spécimen assez paradoxal. Il est à la fois un peu plus évolué que l'Archéoptérix en certains points et considéré comme plus primitif pour d'autres. On peut par exemple observer sur son squelette le pygostyle, la fameuse fusion entre plusieurs vertèbres caudales et un sternum. Ces éléments sont essentiels pour l'attache des muscles utiles durant le vol. Autre particularité, il est également doté d'un grand cartilage qui aurait pu fixer les muscles pectoraux. En revanche, il conserve de grandes griffes sur ses membres avant et son crâne est moins développé et plus primitif que l'Archéoptérix. Malheureusement, la plupart des animaux que nous avons rencontrés jusqu'ici, mis à part les mammifères et certains dinosaures aviaires notamment, vont disparaître d'ici quelques milliers d'années. Le Crétacé supérieur touche à sa fin et une terrible crise biologique s'amorce à travers le monde. Si elle est loin d'être la seule, puisque c'est en effet déjà la 5e que connaît l'histoire de notre planète, l'extinction qui marque la fin du Crétacé et le début du Paléogène est la plus populaire de toutes. Avec elle, se clôt tout un pan de l'histoire de notre planète, celui de l'ère du Mésozoïque. Le Cénozoïque, notre ère, débutera sur les cendres de l'ère précédente. Comme toutes les extinctions, il est toujours très difficile d'établir les origines de ces dernières, des millions d'années après que les événements ont eu lieu. Au fil de l'évolution de nos connaissances, mais aussi des découvertes, les hypothèses sont tantôt confirmées, tantôt réfutées. S'ajoutent à ce frein temporel les causes multiples. On imagine parfois qu'une telle catastrophe est brutale, rapide et le résultat d'un événement en particulier. Or, au contraire, les causes sont souvent plurielles et s'étendent sur un laps de temps très long, parfois des milliers d'années. Au sujet de celle du Crétacé, il y a eu de nombreuses hypothèses et elles ont longuement fait débat. Malgré tout, au fil des investigations et des études paléontologiques, archéologiques, biologiques et même géologiques, de nombreux éléments convergent vers certaines de ces hypothèses. Peut-être que, malgré les millions d'années qui nous séparent, cette crise reste la plus proche de notre période actuelle. Les vestiges de cet événement sont encore observables aux 4 coins du monde.
Une éruption volcanique entraîne des conséquences irrémédiables. Il y a 65 millions d'années, en Inde, dans les trappes du Décan, plusieurs volcans sont entrés en éruption. Le problème, c'est que cette éruption a été très longue. Elle a duré entre 300 000 ans et 1 million d'années. D'épaisses fumées pénètrent alors l'atmosphère et provoquent des pluies acides. Celles-ci vont toucher les végétaux comme les animaux. Mais ce n'est pas la seule origine plausible d'après les scientifiques. Durant la même période, les scientifiques évoquent l'hypothèse de l'impact d'un astéroïde de la taille de l'Everest. Dans une des couches géologiques de la Terre, celle datant de 65 millions d'années, a été retrouvée de l'iridium, ce qui tend à prouver la thèse de cet impact. En effet, l'iridium est un matériau très peu présent sur Terre, mais largement présent dans l'univers, notamment dans certains astéroïdes métalliques. On sait également qu'à la même époque, un impact a eu lieu au Mexique, à Chicxulub. Le cratère d'impact mesure 180 km de diamètre. Plongé dans le noir, éprouvé par les poussières, les gaz et les pluies acides, le monde du vivant suffoque. Tout d'abord, la déflagration. Elle est incommensurable. Faune et flore sont balayées de la surface sur des centaines de kilomètres aux alentours du point d'impact. Effet domino, des tremblements de terre, des tsunamis ou encore des débris incandescents sont propulsés dans l'atmosphère. Dès lors, plus rien ne pourra plus freiner la catastrophe biologique qui se profile. Ces débris incandescents, déversés par milliers de tonnes dans l'atmosphère, retombent sur le sol de notre planète bleue, qui prend littéralement feu. Des incendies se déclenchent de toutes parts. Des millions d'hectares de végétation périssent sous les flammes, tout comme bon nombre d'animaux qui ne parviennent pas à réchapper d'un tel incendie. On pourra croire que tout s'arrête là, mais non. Une crise, nous le disions un peu plus tôt, s'étend sur la durée. Si effectivement les conséquences sont d'ores et déjà catastrophiques pour la faune et la flore, rien n'est encore terminé. Au contraire, ce n'est que le commencement. Les poussières accumulées dans l'atmosphère empêchent toute lumière de parvenir jusqu'au sol. Les végétaux, dépourvus de leur soleil bienfaiteur, ne peuvent plus utiliser la photosynthèse comme source d'énergie. Incapables de s'adapter à de telles conditions, une grande partie de la végétation disparaît. Les gaz qui s'échappent dans l'atmosphère à la suite de l'impact et des différentes éruptions vont entraîner des pluies acides. Les premiers touchés sont les végétaux, mais bien plus vite. Les gros herbivores sont eux aussi affectés par cette nouvelle catastrophe. Nous avons maintes fois au cours de nos voyages pu voir combien chaque maillon de la chaîne est important. Les gros herbivores entraînent dans leur perte les carnivores qui ne trouvent plus, par conséquent, suffisamment de nourriture. C'est une véritable hécatombe. Si certains animaux sont devenus charognards et ont su un temps se nourrir de tous les malheureux ayant péri des suites directes de ces catastrophes, bien vite, les ressources nutritives viennent à nouveau à manquer. La mort s'abat alors une nouvelle fois sur ces derniers survivants. Dans l'océan, les animaux marins ne sont pas plus épargnés que ceux qui vivent sur Terre ou dans le ciel. Les pluies acides touchent bien entendu toutes les eaux du globe. Tout comme les retombées de cendres, le plancton, plus fragile, est très vite mis à mal. Et, dans le même temps, les nombreuses espèces qui en dépendent le sont aussi. Végétivores comme carnivores sombrent eux aussi peu à peu.
Des milliers d'espèces, que ce soit sur Terre, en mer ou dans le ciel, vont donc succomber au fil des millénaires à cette catastrophe de grande ampleur. Elles se retrouvent impuissantes face à ces nouvelles conditions climatiques et géologiques. La chaîne alimentaire est totalement brisée. Incapables de pouvoir se nourrir et de s'abreuver afin de combler leurs besoins vitaux, elles périssent une à une. Un groupe cependant parvient à tirer son épingle du jeu, malgré toutes les conséquences désastreuses de cette crise sans précédent. Tu l'as sans doute deviné, ce sont les mammifères. Bien sûr, certains d'entre eux vont également disparaître, mais quelques-uns parviendront à survivre. Les petits mammifères, nous l'avons vu, sont capables de vivre la nuit. Ce manque de lumière permanent n'est donc pas un problème pour eux. Ils peuvent s'orienter et se mouvoir malgré le manque de luminosité. Le soleil apporte de la lumière, mais aussi de la chaleur. Outre la pénombre qui peut rendre impossible la vie sur Terre pour beaucoup d'espèces, le froid est également très difficile à surmonter. Mais les mammifères sont des animaux capables de générer leur propre chaleur et de la maintenir. Une nouvelle fois, ces aptitudes leur permettent de lutter pour leur survie. Leur petite taille et leurs besoins modestes en nourriture leur permettent également de subvenir à leurs besoins avec plus de facilité que les gros animaux qui ont besoin de quantités astronomiques de végétaux ou de viande pour combler leurs besoins énergétiques. Si le Mésozoïque est souvent surnommé l'ère des dinosaures, le Cénozoïque est connu pour être l'ère des mammifères. Seuls les crocodiles, les tortues, les lézards et les serpents et certaines familles de mammifères et d'oiseaux survivront en effet à la crise. Les mammifères deviendront alors une espèce très importante de cette nouvelle ère qui se dessine. Mais ça, c'est une autre histoire, un autre voyage.